Bertrand Besancenot, ce jour, ce 13 octobre 2025, l'histoire avec un grand H s'en souviendra? Oui, absolument. Enfin, je veux dire, c'est une énorme étape qui est franchie. Ça fait 2 ans que les familles des otages attendaient ce moment. Bon, malheureusement, toutes n'ont pas récupéré naturellement leurs membres de la famille, mais c'est un soulagement énorme pour tout le monde. C'est aussi, il faut le dire, c'est apparemment la fin de la guerre, la fin des destructions, la fin du carnage à Gaza. Donc, je veux dire, il y a toute une série de raisons de se réjouir et également la libération donc d'un certain nombre de prisonniers palestiniens. Et donc, c'est un processus qui est engagé. Maintenant, ce qui est important, naturellement, c'est de s'assurer que la phase 1 se passe bien et qu'ensuite, et on va le voir, parce que j'imagine que le sommet du Caire sera là précisément pour préciser réellement la mise en œuvre de la phase 1, mais également pour préparer les phases suivantes, si tout se passe bien. Ludovic, c'est évidemment toute la question. À quoi peut désormais ressembler la suite? Alors la phase 1, on en parlait, c'est d'abord bien sûr la libération des otages, le retour aussi de prisonniers palestiniens, donc ça c'est en cours. 250 aujourd'hui. 250 aujourd'hui, il faut aussi ajouter les 1178 détenus qui eux avaient été arrêtés à Gaza, et parmi eux 15 mineurs, donc tout ça c'est en cours. Il y a le rapatriement des dépouilles, donc on en parlait juste un instant avec Pauline, donc le Hamas a annoncé qu'il avait identifié 4 corps. Ça va prendre du temps, ça va, à mon avis, on en a pour quelques jours parce qu'il faut localiser ces corps. Il y a actuellement un groupe de travail international avec la participation de plusieurs pays, dont l'Égypte, dont les États-Unis, la Turquie notamment et le Qatar, pour justement travailler à Gaza pour identifier, localiser les corps dont on a perdu justement la localisation. Et à partir de là, on pourra commencer à rentrer dans les nouvelles phases. Israël s'est déjà, au niveau militaire, retiré d'une partie du territoire palestinien. Elle est actuellement sur une ligne qui fait qu'elle ne contrôle que 53% du territoire. Au fur et à mesure qu'on avancera, selon le plan américain, Israël se retirera 40%, 15%. Il y a énormément de questions qui restent en suspens, des questions de friction qui sont peu ou mal évoqué, le désarmement du Hamas, dont le Hamas ne parle pas lui-même, un retrait total éventuel d'Israël. Voilà, ça reste compliqué. Et puis il y a des points aveugles, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on n'évoque pas du tout des élections. On n'évoque pas du tout la Cisjordanie. Donc il va y avoir encore énormément de questions à traiter à Sharm el-Sheikh, en l'absence de Benjamin Netanyahou. Donc ça peut être une mauvaise nouvelle parce qu'il ne sera pas là pour engager vraiment la responsabilité de son pays. Mais en même temps, des choses peuvent quand même se faire parce que s'il avait été là, certains leaders ne seraient peut-être pas venus ou auraient boycotté ce sommet. Je pense par exemple à Recep Tayyip Erdogan qui n'a pas voulu atterrir en Égypte au moment où il a appris qu'il y avait une chance que Benjamin Netanyahou soit présent. Donc, vous voyez qu'on reste encore sur une situation qui est très diplomatiquement, qui n'est pas stable du tout à ce niveau. Benjamin Netanyahou qui a encensé tout à l'heure Donald Trump à la tribune de la Knesset, on en parlait tout à l'heure Julien. Donald Trump qui a d'ailleurs demandé au président israélien d'amnistier le Premier ministre israélien, c'est bien ça hein? Oui, on peut dire ça Florence, c'était une séquence assez étonnante, disons, à laquelle personne ne s'attendait. Et notamment le principal intéressé, le Premier ministre israélien, séquence trumpienne, si on peut dire, où il demande clairement au président israélien d'amnistier le Premier ministre israélien, qui, je le rappelle, est poursuivi dans des procès pour corruption. Ça fait plusieurs années que ça dure. C'est reporté à plusieurs reprises en raison de son agenda à la fois politique, mais aussi diplomatique. Et donc, nous avons eu tout à l'heure, pendant ce discours à la Knesset, Donald Trump demandant à son homologue israélien d'amnistier le Premier ministre israélien. Séquence surréaliste, disons-le, séquence aussi un peu gênante pour Benjamin Netanyahou qui ne demandait pas autant. Le simple fait d'être salué, applaudi par la Knesset lui suffisait. Après, je le rappelle, avoir été hué à de nombreuses reprises ces derniers jours par la population israélienne, au contraire d'un Donald Trump qui, pour la société civile israélienne, est le héros du jour, le héros américain qui a permis de libérer justement ces otages que réclamait la société civile israélienne. Donald Trump qui s'est exprimé pendant à peu près 1 heure à la tribune de la Knesset. On a souvent parlé de ses manières parfois un peu cavalières, vous me passez l'expression. Est-ce qu'il fallait cela pour parvenir à un tel accord historique aujourd'hui ? Écoutez, on a un peu l'habitude des discours du président Trump. Donc, je veux dire, dans ce discours-là, au-delà d'un style très particulier, d'une autosatisfaction non dissimulée,
et de compliments un peu démagogiques adressés aux uns et aux autres. En tout cas, ce qui est important, c'est surtout le message qu'il y a derrière. Bon. Et le message, moi, me paraît assez clair, c'est-à-dire, en fait, très concrètement, la guerre est terminée. Maintenant, il est temps de passer à autre chose, de passer à une coopération avec vos voisins et en particulier avec les pays du Golfe. Bon. Alors, naturellement, on aurait pu apprécier, pour que le discours soit vraiment un discours historique, on aurait pu apprécier un mot sur les Palestiniens. Quelque chose d'historique, du style le moment est venu, maintenant vous avez une opportunité de faire avec la paix avec les Palestiniens et avec l'ensemble du monde arabo-musulman, une phrase de ce style qui aurait rendu ce discours vraiment historique. Bon, elle n'est pas venue. Bon, cela étant, maintenant il y a le sommet du Caire et c'est là où effectivement il va y avoir toute une discussion à la fois sur la mise en œuvre de la phase 1 qui a été évoquée par Ludovic et également sur les phases suivantes parce qu'effectivement tout est lié. Et désarmement du Hamas, ça ne peut se faire qu'avec l'intervention d'une force extérieure. Et donc, et aussi, les pays du Golfe ne participeront à la construction, à la reconstruction de Gaza, que si naturellement il y a quelque chose d'important, de significatif fait sur un processus contraignant menant à l'établissement d'un État palestinien. Donc, si vous voulez, pour le moment, c'est un peu ça la réalité. Mais il y a encore beaucoup de flou et notamment le calendrier. Alors vous l'avez brièvement évoqué, une intervention étrangère à Gaza, on sait que Benyamin Netanyahou, c'est une ligne rouge pour lui depuis des mois. Non, mais je ne suis pas sûr qu'il s'opposera. En tout cas, je pense que le président des États-Unis fera en sorte qu'il ne puisse pas s'y opposer à ce qui est, par exemple, des policiers palestiniens qui ont été formés, notamment en Égypte actuellement, et qu'il y ait également la présence d'autres forces. On parle des Indonésiens, il y aura peut-être des forces de pays du Golfe ou de l'Égypte. Enfin, je ne sais pas. Mais ça peut ressembler à ça, selon vous. Oui, absolument. Et je pense que c'est inévitable. De toute façon, je ne vois pas très bien comment vous pouvez assurer le désarmement du Hamas si vous n'avez pas cette force. Ça me paraît évident. Selon un responsable américain, il pourrait y avoir ce qui ressemble à une force internationale pour surveiller le cessez-le-feu et qui pourrait éventuellement participer à ce genre d'opération de police dans le but évidemment d'empêcher le Hamas de continuer à exercer une quelconque autorité. Et il n'y aurait pas d'Américains, ça c'est vraiment quelque chose qui a été précisé à plusieurs reprises par Donald Trump lui-même. Il pourrait y avoir des Qataris, des Émiratis, peut-être des Turcs, mais là, c'est ce que j'allais vous demander. Ça, c'est très compliqué parce que pour Israël, ça c'est difficile. Et je reviens encore sur mon histoire d'Erdogan, mais c'est vraiment lui qui a le plus pesé pour être certain que Netanyahou ne se rende pas à Sharm el-Sheikh. C'était vraiment une ligne rouge pour lui. Donc, à partir du moment où il a accepté, à la demande des États-Unis, de s'investir dans ces négociations, où la Turquie a eu un rôle beaucoup plus formel et beaucoup plus officiel dans ces négociations, et qui visiblement a été déterminant, voilà, aujourd'hui, il donne aussi ses conditions, quoi. On a souvent parlé du Qatar, c'est un pays que vous connaissez bien. Ouais. La Turquie également joue un rôle de plus en plus important depuis quelques mois. Oui, bien sûr, tout à fait. Enfin, le président Erdogan s'est impliqué, se veut un peu un protecteur de la cause palestinienne. Très impliqué dans le conflit russo-ukrainien, on s'en souvient également. Également, oui, absolument. Ouais. Et puis même, il a également voulu jouer un rôle d'intermédiaire avec l'Iran à une époque. Donc, si vous voulez, la Turquie est présente dans la région, c'est évident. Elle est présente en Syrie, elle est présente en Irak, elle a des relations particulières avec le Qatar. C'est un ensemble de données qui font que les Turcs veulent être présents, absolument. Tout ne sera pas évidemment réglé à Sharm el-Sheikh aujourd'hui. Est-ce qu'on a néanmoins avancé vers la paix ? En tout cas, la paix oui. Par la force, comme le dit souvent Benyamin Netanyahou. Oui, non, mais je pense honnêtement qu'il y a une étape de franchie parce que le président Trump a usé finalement de son autorité pour tordre le bras de M. Netanyahou. Il a pris les moyens qu'il fallait. Et je pense, puisqu'on revient sur la demande qu'il a faite au président de l'État d'Israël, c'est aussi parce qu'il sait très bien que pour M. Netanyahou, le risque, si la guerre se termine, c'est évidemment un procès. Et on en parlait tout à l'heure avec Julien. Voilà, et donc c'est la raison pour laquelle il a cru utile, alors maintenant c'est discutable, mais il a cru utile de faire ce geste à l'égard de M. Netanyahou. Même de l'ingérence claire. Il a l'habitude. Il a l'habitude, oui. Il a l'habitude, oui. Benyamin Netanyahou qui a donc été, on l'a dit tout à l'heure, encensé par Benyamin Netanyahou à la tribune de la Knesset. Le président américain parle d'un incroyable triomphe et il l'a dit, le cauchemar est fini. On va l'écouter sur France 24. Après tant d'années de guerre et de dangers incessants, aujourd'hui, les armes sont silencieuses
les sirènes aussi. Et le soleil se lève sur une terre sainte enfin en paix. Une terre et une région qui vivront, avec l'aide de Dieu, en paix pour l'éternité. C'est le début d'une grande concorde, d'une harmonie durable pour Israël et pour ce qui sera bientôt une région magnifique. J'y crois fermement. C'est une aube historique pour un nouveau Moyen-Orient. Il mérite le prix Nobel de la paix, Donald Trump ? En tout cas, c'est son objectif. Et très clairement, ce qui le motive dans cette affaire, je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement obtenir le prix Nobel de la paix. Bon, c'était vendredi dernier, ça a été décerné à une à quelqu'un d'autre, oui, bien sûr. Mais enfin, ça peut être une autre occasion. L'année prochaine, peut-être ? Enfin, je ne sais pas. Et le deuxième objectif qu'il a très clairement, c'est de pouvoir concrétiser les fameux contrats qu'il a annoncés lorsqu'il est passé en mai dernier dans le Golfe. Bon. Et il est évident que les pays du Golfe, eux, ont fait passer également le message en sens inverse, que naturellement, il fallait qu'il y ait quelque chose de réalisable, de sensible, de significatif fait pour la cause palestinienne. Donc, si vous voulez, je crois que maintenant, nous allons avoir une véritable négociation qui va se tenir de façon plus ou moins discrète, mais notamment entre Mohammed Ben Salman, j'imagine, et le président Trump, parce que il faut pas oublier, le président Trump est un homme d'affaires. Ce qui l'intéresse, c'est quand même avant tout cela, plus le prix Nobel de la paix, s'il peut l'obtenir. Bon. Et Bertrand Besancenot a raison de rappeler l'aspect économique, cet aspect transactionnel dans lequel s'engage toujours Donald Trump lorsqu'il doit régler un conflit. Oui, bien sûr. On parle de cette façon de négocier la paix par la force, mais il y a aussi la paix par les contrats. Et en fait, je crois que l'objectif américain, c'est de passer d'un Moyen-Orient, ou plus généralement même de relations internationales qui tourneraient le dos à une logique de bloc contre bloc, pour imposer une nouvelle logique de flux, en fait, qui irait de manière transversale, en fait, contre cette logique de bloc. Donc des flux financiers, commerciaux, énergie, infrastructures. Et tant qu'on arrive à mettre autour d'une même table des pays ou des représentants qui étaient adversaires auparavant, mais qui signent des contrats, et donc qui lient et qui engagent la responsabilité de leur pays, c'est une manière de s'assurer une certaine paix par l'économie, par ce réseau de différents contrats et de différents flux. C'est ça l'objectif, c'est ça l'obsession américaine, c'est de toujours asseoir les uns et les autres autour d'une même table. Et on le voit dans le Golfe, avec les accords d'Abraham, bien sûr, et je dirais juste un mot là-dessus juste après. On le voit aussi en Syrie, où l'obsession des Américains, c'est d'essayer de faire en sorte d'associer dans une sorte de nouveau réseau les Turcs, les Syriens, les Israéliens, qui sont tous partie prenante dans ce qui est en train de se dérouler là-bas. Voilà, il faut trouver des moyens d'intéresser au niveau économique, chacun des acteurs pour les lier ensemble. Et même si politiquement c'est compliqué entre eux, là au moins on s'assurerait que comme ils doivent travailler ensemble, au moins ils arrêteraient de se taper dessus. On parlait juste des accords d'Abraham, enfin j'en parlais d'ailleurs juste moi-même, mais je voudrais dire juste quelque chose à propos de ce qui s'est passé à Doha le 9 septembre, où d'ailleurs on était en plateau ensemble ce jour-là, monsieur l'ambassadeur. Si on voit un Donald Trump qui a réussi à tordre le bras, comme vous le dites, à Benjamin Netanyahou, qui réussit là où Joe Biden a échoué, c'est parce que d'abord il a été beaucoup plus vocal contre l'extrême droite israélienne. Il a vraiment su leur dire non, non, vous n'allez pas faire le grand Israël, non, vous n'allez pas coloniser la Cisjordanie. Et il l'a dit encore plus fermement après ce qui s'est passé à Doha. Parce que ça allait contre, justement, cette volonté américaine de construire cet ensemble de réseaux liés entre eux par ces contrats dans le Moyen-Orient. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le président Trump est obligé, en tout cas, de ménager les pays du Golfe, précisément parce que sa priorité en politique étrangère, d'après ce qu'il dit, c'est d'obtenir une reconnaissance par l'Arabie saoudite d'Israël. Or, le prince héritier saoudien, surtout après la crise de Gaza, a été extrêmement clair sur les conditions qui permettraient cette reconnaissance. Cette reconnaissance, elle existe depuis 2002 potentiellement, mais naturellement, cette fois-ci, on a une opportunité unique de réellement pouvoir avancer, alors que pendant longtemps, la question palestinienne a été mise un peu au deuxième rang. Là, effectivement, l'actualité fait qu'il y a une opportunité unique. Disons simplement que les pays du Golfe l'ont parfaitement compris. Et il dit, si vous voulez que nous venions, que nous reconstruisions Gaza, et que d'autre part nous facilitions la composition d'une nouvelle autorité palestinienne, à ce moment-là, naturellement,
il faut faire un geste, il faut le faciliter. Et ils ont clairement en tête le fait, par exemple, que parmi les prisonniers qui doivent être libérés, il doit y avoir M. Barghouti. Parce que si on veut composer une autorité palestinienne qui est un véritable crédit, après tout, c'est un argument qui a été souvent utilisé par les Israéliens en disant « mais avec qui voulez-vous que nous négocions ?» Ben voilà, maintenant vous avez une réponse. Marwan Barghouti qui est incarcéré depuis 2004 dans les prisons israéliennes. Voilà, exactement. Qui ne fait pas partie des gens libérés aujourd'hui. Non, qui ne fait pas partie. Mais donc, si vous voulez, je suis persuadé que maintenant, dans les discussions qui vont avoir lieu, il y a différents éléments du deal, dont celui-là. La gouvernance de Gaza, c'est aussi l'incarnation, Ludovic. Oui, bien sûr. Ça sera la grande question. Et on a vu que Benjamin Netanyahou, pendant toute sa carrière, en fait, s'est échiné à décrédibiliser un acteur, un interlocuteur palestinien crédible sur la scène régionale, sur la scène internationale. C'est son obsession, justement, pour essayer de repousser au maximum la possibilité, un jour, l'avènement d'un État palestinien. Ça a été son œuvre la plus obsessionnelle pendant toute sa carrière. Maintenant, il est mis avec Donald Trump face à une nouvelle chance d'arriver à cette issue-là. On va voir ce que ça va donner. Mais certains observateurs disent, regardez, ils refusent de mettre Barghouti, ils refusent de mettre des gens qui sont plutôt, on va dire, dans la libération, dont la libération est plutôt exigée par l'autorité palestinienne. Par contre, il va être d'accord pour libérer des gens extrêmement dangereux du Hamas. Donc, il continue, si vous voulez, à faire ce qu'il a fait toute sa vie. Politique du pire. Renforcer l'un pour affaiblir l'autre et pour qu'au final, on se retrouve dans une situation où personne n'est crédible, où on est dans une situation où Benjamin Netanyahou dit « mais avec qui voulez-vous que je discute ? Avec qui voulez-vous qu'on négocie ?» Il y a personne pour être représentatif de l'autorité palestinienne et suffisamment sérieux pour faire un État, pour faire la paix entre nos deux États. Et on découvre sur ces images l'arrivée de l'avion présidentiel américain en Égypte pour que Donald Trump puisse participer donc à ce sommet de Sharm el-Sheikh. Bertrand Besancenot, vous êtes l'envoyé spécial et le conseiller d'Emmanuel Macron pour les pays du Golfe. En quoi a consisté votre mission ces derniers mois? Non, je l'ai été jusqu'à fin 2019. Je ne le suis plus, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas des contacts naturellement avec les équipes actuellement à l'Elysée ou au Quai d'Orsay. Qu'attendent les pays du Golfe de la France? Ce qu'ils attendent, la première chose, vous avez eu quand même l'initiative franco-séoudienne qui était quelque chose d'important, parce que toute l'idée derrière, c'était justement de créer une dynamique en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine. Qui était fait par 10 pays? Oui, exactement, parce que si vous voulez, jusqu'à présent, quand vous regardiez, vous aviez déjà 150 pays qui l'avaient fait. La seule zone où finalement il n'y avait pas réellement une majorité de pays, c'était l'Europe. Et donc le fait que la France ait réussi à entraîner un certain nombre de pays, d'abord en Europe, mais également le Canada et d'autres, est effectivement créer cette dynamique qui aujourd'hui renforcera la main de ceux qui sont en faveur de la solution à deux États. Et à commencer par les Séoudiens qui vont rentrer, ce que j'ai dit, dans une négociation avec les Américains. Et donc, ils peuvent dire, écoutez, la terre entière est favorable à la création de cet État. Voilà les conditions de part et d'autre, faisons un deal. Donc ça va être vraiment ça. Et donc le rôle de la France a été utile et je pense qu'il le sera également dans la mise en œuvre. Parce que maintenant, une chose est d'avoir le président Trump comme président du Conseil de paix, entre guillemets. Mais, Ludovic l'a dit très bien, ça va être assez difficile. Je veux dire que ce soit le désarmement, la présence d'une force internationale, et puis ensuite la reconstruction, les conditions d'un accord éventuel permettant la création d'un État palestinien. Et là, il est très important qu'il n'y ait pas que les États-Unis, mais qu'il y ait vraiment la communauté internationale, les pays arabes, et notamment les pays du Golfe, parce que c'est eux qui ont les moyens, mais également d'autres, l'Indonésie, la Turquie, c'est-à-dire des pays musulmans, pour montrer. Donc le message doit être aux Israéliens: vous avez une opportunité unique aujourd'hui de parvenir à la paix avec vos voisins et de pouvoir construire ensemble un Moyen-Orient plus stable et plus serein. Donc c'est ça le message, en fait, concrètement. Et à ce titre, la présence, Florent, du président français en Égypte, c'est intéressant aussi pour les autres pays arabes, pour les pays arabo-musulmans, parce que sinon, ça serait vraiment les pays de la région contre Trump, et qui lui, va vouloir imposer son plan, c'est les 20 points, coûte que coûte, et avec à cœur toujours de protéger les intérêts d'Israël. Donc là,
on a quelque part aussi l'assurance que quelqu'un comme Al-Sisi ne va pas se retrouver en tête-à-tête avec Trump, puisqu'il y aura... Mais il y a 27 chefs d'État ou de gouvernement qui sont présents, donc il y a plusieurs autres pays européens qui le sont. Donc ce qui est important, je crois que la France a créé une dynamique, mais aujourd'hui, il y a quand même les Européens qui sont largement représentés, plus d'autres pays, ce qui montre effectivement que la communauté internationale considère que le plan Trump est une opportunité et qu'il faut que ce plan réussisse. Et on découvre à l'image le convoi du président américain qui se dirige vers ce sommet de la paix. Mathilde Delving, vous êtes notre correspondante en Égypte. Ça y est, Donald Trump est arrivé sur place. Oui, Donald Trump est enfin arrivé après près de 3h30 de retard. Donc les délégations de près de 31 pays attendent l'arrivée du président depuis ce début de journée. Alors la cérémonie va pouvoir enfin commencer. Ils vont commencer avec la première étape, donc ce sera une photo collective avec tous les représentants, une photo historique donc à Sharm el-Sheikh. Ensuite, il y aura donc la cérémonie de signature de l'accord de paix avec les deux médiateurs qui ont participé à l'accord, donc le Qatar et la Turquie, et bien sûr l'Égypte et les États-Unis. Ensuite, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi devrait prendre la parole, suivi par Donald Trump. Et puis, Sisi a annoncé ce matin sur sa page Facebook qu'il allait offrir au président Donald Trump le collier du Nil. C'est un genre de légion d'honneur au président Donald Trump pour tous les efforts qu'il a fait pour parvenir à cet accord de paix. Enfin, il y aura des rencontres bilatérales en marge de ces rencontres entre les dirigeants, car il reste encore de nombreuses questions, de nombreux dossiers sur lesquels il faut discuter, et ça pourrait être les questions les plus sensibles, dont notamment donc le retrait total des troupes israéliennes dans la bande de Gaza, le désarmement du Hamas, le futur pour la gouvernance de Gaza et la reconstruction de l'enclave. Merci beaucoup Mathilde. Bon, Donald Trump, il arrive en retard, il se fait désirer, il arrive en position de force. Oui, tout à fait. Enfin, je veux dire, tout le monde est tout à fait conscient que c'est lui qui a permis finalement que l'on parvienne à cet accord-là, et que de toute façon, il est le seul à pouvoir faire les pressions nécessaires, notamment sur M. Netanyahou, parce que tout simplement, Israël dépend très largement sur le plan militaire et sur le plan financier des États-Unis, et que le président Trump a une certaine autorité, une certaine façon de faire. Bon, espérons qu'il ne changera pas d'avis en attendant, mais je crois que le fait qu'il y ait justement tout cet accompagnement européen, international, est très important pour justement l'amener à rester dans cette ligne qui est la bonne pour le moment. Benyamin Netanyahou, Julien, qui tout à l'heure n'avait pas de mots assez forts pour encenser le président américain. Vous avez suivi en direct sur France 24 cette prise de parole tout à l'heure. Il l'a qualifié, Florent, à plusieurs reprises de meilleur ami d'Israël, de toute l'histoire d'Israël, si je puis dire. Benyamin Netanyahou, qui était lui aussi auréolé de ses applaudissements nourris au sein de la Knesset, alors qu'à l'extérieur de la Knesset, c'était plutôt l'inverse. Donc non, toute la classe politique l'a applaudi. Et oui, Donald Trump et Netanyahou sont extrêmement liés, même si c'est comme vous le disiez à l'instant, c'est toujours Donald Trump qui a le dernier mot. On l'a vu ces dernières semaines, c'est lui qui a décidé de tordre le bras, c'est l'expression qu'on emploie nous les journalistes ces derniers jours, au Premier ministre israélien pour lui dire d'accepter cet accord, même si cet accord contenait des points qu'il y a encore un mois, M. Netanyahou n'aurait jamais accepté, notamment, même si c'est extrêmement flou, la possible hypothétique création d'un État palestinien. Ça, le dirigeant israélien, Ludovic le redisait encore un instant, a toujours été contre et fera tout pour que ça n'arrive jamais. Donc Netanyahou et Trump sont extrêmement liés. La question, c'est est-ce que Donald Trump ne rebat pas encore une nouvelle fois les cartes de la diplomatie, c'est-à-dire à quoi tient finalement l'issue de ce qui se passe aujourd'hui à plusieurs points. Il y a eu, entre autres, fin septembre à l'ONU, la reconnaissance officielle de l'État de Palestine par la France, à l'initiative donc de la France et de l'Arabie Saoudite, mais aussi suivie par d'autres pays. Vous parliez du Canada, il y a aussi la Grande-Bretagne qui sont concernés. Et avant cela, il y a eu donc ce fait majeur, en fait, si on peut dire, ce bombardement donc d'une villa à Doha au Qatar par les forces israéliennes.
Donald Trump avait été averti quelques instants avant, mais il n'avait pas dit non. Mais par la suite, quand il a vu les réactions des Qataris suite à cet incident, si on peut dire ça comme ça, cette villa qui, je l'ai oublié de le préciser, abritait des dirigeants du Hamas, des négociateurs du Hamas, qui a visé, qui a ciblé directement le Qatar, qui est un pays médiateur dans la région et qui est aussi un soutien important dans cette négociation et un soutien aussi financier, un partenaire financier très important des États-Unis. Et on l'a vu par la suite, la fureur des Qataris qui ont clairement fait pression sur Donald Trump, remettant en cause certains contrats clés, notamment des contrats énergétiques, mais pas seulement. Et ça s'est terminé par un Benjamin Netanyahou arrivant à la Maison-Blanche à Washington, dans une séquence pareille ahurissante, obligé de faire des excuses publiques devant un parterre de journalistes et d'hommes politiques dans le bureau ovale, des excuses publiques au téléphone avec le haut-parleur allumé. Donc Donald Trump avec on peut voir la photo un peu partout, Donald Trump avait le téléphone sur ses genoux et Benjamin Netanyahou lisant une déclaration qui avait été écrite à la fois par les Américains et par les Qataris, une déclaration d'excuses envers je crois que c'était l'émir du Qatar ou le premier, je crois que c'était l'émir du Qatar. Et par la suite, Donald Trump avait dit que jamais plus le Qatar ne serait visé. Le Qatar, qui, je rappelle, abrite aussi la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient. C'est pour dire si cet acteur clé, le Qatar, a pu, entre guillemets, faire basculer cette situation de guerre jusqu'à cette situation qu'on vit aujourd'hui. Alors on le dit depuis tout à l'heure, Benjamin Netanyahou, on lui a tordu le bras, ou en tout cas Donald Trump lui a tordu le bras. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question du fait que Benjamin Netanyahou peut-être avait atteint déjà ses objectifs à Gaza et que finalement c'était dans son intérêt d'accepter un tel deal ? On dit qu'il a été forcé, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Je ne suis pas sûr, parce qu'il a toujours dit qu'il voulait terminer le travail et qu'il aurait vraiment aimé aller plus loin. Éradiquer le Hamas. Oui, bien sûr. Et en même temps, on sait que c'est un objectif quasiment inatteignable. Non, mais il avait également acheté le fameux plan de Gaza, Riviera du Moyen-Orient, du président Trump, que le président Trump, lui, n'évoque plus réellement. Bon, donc je veux dire, ça montre bien que s'il avait été seul à pouvoir décider, il serait allé jusqu'au bout. S'il avait pu évacuer la population de Gaza, il l'aurait fait. Et que finalement, c'est ce retournement du président Trump qui a donné quand même le sentiment pendant très longtemps de se laisser manipuler par Netanyahou comme il s'était laissé manipuler par Poutine. Bon, alors espérons d'ailleurs qu'après avoir changé d'avis sur le dossier du Moyen-Orient, il en fera autant, je fais une parenthèse, vis-à-vis de M. Poutine. Bon. Mais ce qui est très clair, c'est qu'effectivement, il y a eu tout un jeu. Et là-dessus, les pays arabes, et notamment les pays du Golfe, ont eu un rôle très important pour faire pression sur le Hamas pour qu'il accepte, parce que lui-même aussi, il y avait des dissensions au sein du Hamas. Et même très, très affaibli, certains membres tenaient encore à rester, à continuer le combat, si je puis dire. Et s'il n'y avait pas eu, si vous voulez, le fait que l'ensemble des pays de la Ligue arabe avaient déclaré que le Hamas n'aurait plus aucun rôle dans la prochaine autorité palestinienne, eh bien, le Hamas était quand même, outre le fait que militairement il était détruit très largement, mais il y avait le fait qu'il n'avait plus aucun soutien, puisque de toute façon, les Iraniens n'étaient plus là. Donc c'est à partir de ce moment-là que la fin du Hamas a été actée, selon vous ? Oui, bien sûr. Et si vous voulez, et là-dessus, il faut reconnaître que M. Netanyahou a fait une faute politique grave en bombardant au Qatar, et que naturellement, les pays arabes ont su exploiter cette grosse erreur. C'est intéressant ce que nous dit Bertrand Besancenot sur l'opportunité, justement. Peut-être que Netanyahou a commis une erreur, c'est peut-être ça qui l'oblige aujourd'hui, qui le contraint aujourd'hui à accepter ce deal. Ben oui, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, les États-Unis lui ont pu hausser le ton en disant là il va vraiment falloir s'arrêter parce que vous êtes en train d'endommager ou de dégrader nos relations avec les pays du Golfe et vous êtes en train de gêner nos intérêts dans la région. Donc vous allez trop loin, en plus pour des résultats qui étaient puisqu'ils ont atteint aucune cible, donc ça ne servait absolument à rien à part jeter un doute sur la capacité américaine à défendre ses alliés dans la région et qui est quand même la garantie principale qui fait tenir tout l'édifice géopolitique qu'a bâti les États-Unis au Moyen-Orient. Donc bien sûr que ça a créé une opportunité et Donald Trump s'est engouffré parce qu'il y avait à la fois la possibilité de faire la paix et donc d'apparaître comme il aime le faire, comme le faiseur de paix dans le monde, celui qui mérite le prix Nobel bien sûr, mais qui ne se
s'occupe pas seulement de son pays, mais qui fait le bien. Il l'a rappelé dans son discours. Il a parlé d'Hillary Clinton dans une de ses digressions dont il a le secret, en disant voilà, Hillary Clinton, elle disait que moi, mon seul comportement, c'était la brutalité de faire la guerre. Regardez, moi, je fais le bien, je fais la paix. C'est encore la preuve aujourd'hui. Donc, bien sûr, il a vu cette opportunité-là. Et puis surtout, il faut qu'il défende ses intérêts personnels, mais aussi les intérêts de son pays avec les pays du Golfe. Puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que le carnage à Gaza avait quand même aussi un impact dans l'opinion publique américaine. Il y a aussi quand même ça. Ça a beaucoup joué pendant la présidentielle. Oui, bien sûr. Et donc, si vous voulez, comme il va y avoir des élections de midterm l'année prochaine, il est obligé d'en tenir compte. Et il était quand même très attaqué par les démocrates. Ouais. Là, effectivement, tout le monde est obligé de se taire un petit peu parce qu'effectivement, il a quand même réussi pour la première fois, parce que c'est le seul véritable élément de paix dont il peut se prévaloir, eh bien, je pense que ça a joué également. Et l'autre aspect, on l'a dit, le prix Nobel de la paix, et puis les contrats dans le Golfe, il ne faut pas l'oublier, parce qu'une bonne partie des contrats qu'il a annoncés sont des contrats avec le groupe Trump. Et on attend d'un instant à l'autre la descente de l'avion de Donald Trump. On l'a vu tout à l'heure sur les images, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi est en bas de l'escalier pour accueillir Donald Trump tout à l'heure. On va peut-être écouter également Emmanuel Macron. Lui, il est sur place. Mahmoud Abbas également, le président de l'autorité palestinienne, présent salué par le chef de l'État français. Écoutez. On va l'écouter. D'abord, je pense que c'est un très bon signal qui est envoyé en invitant le président Abbas. C'est la reconnaissance du rôle de l'autorité palestinienne comme instance légitime. C'est pour moi le signe clair d'abord d'une volonté d'impliquer l'autorité palestinienne dans la gouvernance de Gaza le jour d'après. Et c'est la reconnaissance du fait que la paix durable n'est possible que si on donne aux Palestiniennes, aux Palestiniens leur place. Il y a aujourd'hui une gouvernance ad hoc qui est en train d'être construite à Gaza. C'est d'ailleurs le cœur d'un travail qui a été mené par beaucoup de pays de la région auxquels nous avons été associés depuis 2 ans. L'autorité palestinienne doit y avoir une place importante. Un processus d'ailleurs d'autorisation, de transparence avec Israël a été assuré et le Hamas ne peut y avoir aucune place. Alors, beaucoup de choses à dire sur l'avenir de Gaza, sur l'avenir de l'autorité palestinienne. Emmanuel Macron, on l'a entendu, parle d'une autorité légitime. L'avenir de Gaza, il passera forcément par des élections interpalestiniennes ? C'est même prévu. Je dirais, il ne faut pas oublier que... Certains veulent que ça soit organisé dans l'année ? Un des arguments, d'ailleurs, qui a été utilisé par le président de la République, a été justement, lorsqu'il a reconnu l'État de Palestine, a été effectivement les déclarations de Mahmoud Abbas, qui annonçait, entre autres, des élections l'année prochaine, en 2026. Et donc, effectivement, tout le monde est bien conscient que le crédit de l'autorité palestinienne est faible et qu'aujourd'hui, même dans la région de Cisjordanie, le comportement des colons fait que c'est plutôt le Hamas qui est en train de devenir plus populaire. Bon, donc si on veut éviter un processus comme celui-là, le risque de nouveaux dérapages, plus que des dérapages, des horreurs comme on a connu le 7 octobre. Et on découvre la descente à l'image de Donald Trump de son avion. Voilà. Je vous en prie. Non, mais ça signifie qu'effectivement, il faut donner à la population palestinienne une véritable perspective, une perspective de paix, de coopération dans la région et avec Israël. Donc, si vous voulez, c'est là où tout le travail qui va être commencé là, effectivement, à Sharm el-Sheikh est important parce qu'il faut préparer l'avenir. Bon, non seulement réussir la première phase, mais ensuite avoir des étapes clarifiées sur la façon dont on désarme le Hamas, dont une instance internationale sera là pour assurer la police, la reconstruction de Gaza, à condition naturellement qu'on s'engage dans un processus contraignant allant vers la création d'un État palestinien. Donc si vous voulez, voilà les éléments du deal qui sont sur la table. Ludovic ? Oui, tout à fait. Et ce processus de reconnaissance d'un État palestinien, je pense qu'il accompagne ce dont on parlait tout à l'heure, cette bascule dans l'opinion internationale et donc qui crée une dynamique qui favoriserait le fait de transformer ce cessez-le-feu en véritable processus de paix. Parce que voilà, maintenant ça a été dit à de très nombreuses reprises, il n'y aura pas de processus de paix sans l'établissement d'un État palestinien. Et cette bascule dans l'opinion, y compris américaine, je pense qu'elle vient
surtout à partir du moment où, en mars 2025, c'est Israël qui rompt cette trêve qui avait lieu à l'époque et qui, derrière, va fermer les passages humanitaires pour prendre en charge seul en fait l'aide humanitaire et dans des conditions, on l'a vu, qui étaient absolument loin d'être acceptables ou en tout cas qui n'étaient pas du tout au niveau des standards internationaux ou officiels en la matière. Et on va découvrir ces images en direct avec la musique de Donald Trump qui va rentrer dans le convoi présidentiel américain escorté par le président Abdel Fattah al-Sisi. On va rester sur ces images quelques instants. C'est bien le président égyptien qui accueille son homologue américain. Bon, pas faire de mauvaise langue, mais quand Emmanuel Macron s'est posé sur le tarmac tout à l'heure, il n'y avait pas grand monde pour l'accueillir. En tout cas, il n'y avait pas du tout cette délégation-là. Mais là, évidemment, on a mis les petits plats dans les grands, c'est normal, c'est Donald Trump. Malgré ses 3h30 de retard, si je ne me trompe pas, si je comprends bien, c'est un peu lui the star of the day, comme on dit. Écoutez, aujourd'hui, tout le monde entoure d'affection administrative quand on veut obtenir un résultat. Une affection administrative, on retiendra votre expression. Oui, voilà, protocolaire. Donc c'est exactement ce que le président Trump a fait avec M. Netanyahou alors qu'il lui a tordu le bras. Bon, maintenant, les pays arabes, les pays européens ont intérêt à ménager le président Trump parce qu'il est quand même à l'origine de ce plan de paix et que si on veut l'encourager à poursuivre et à réussir la mise en œuvre, on a intérêt à l'entourer d'affection administrative. Et une personne va briller par son absence aujourd'hui, c'est donc le Premier ministre israélien, on en parlait tout à l'heure, Ludovic. Oui, alors, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est que Benjamin Netanyahou, au départ, il était d'accord pour venir. Il avait été annoncé comme participant par la présidence égyptienne. Ensuite, il a été invité par Donald Trump et il avait commencé par donner son accord. Après, il y a eu aussi cette histoire que je vous ai racontée de Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui, dans son avion, a eu vent de cette nouvelle et il a menacé de ne pas se rendre à Sharm el-Sheikh au cas où le Premier ministre israélien s'y rendrait. Bon, il a finalement visiblement soit eu gain de cause, sinon quelque chose d'autre a convaincu Benjamin Netanyahou de ne pas venir. Officiellement, la raison donnée par son cabinet, c'est qu'il ne peut pas se rendre en Égypte parce que le calendrier ne le lui permet pas. Il y a en effet une fête juive à laquelle il ne peut pas ne pas assister parce qu'elle marque vraiment au niveau du calendrier juif l'anniversaire du 7 octobre, puisque c'était la fin des fêtes de Soukhot, si je comprends bien. Et donc, il fallait absolument qu'il soit présent. Et par ailleurs, encore une fois, au niveau administratif et protocolaire, on avance du côté du cabinet israélien le fait qu'ils doivent organiser la réception du président indonésien, dont le discours plutôt plus mesuré ou plutôt même en faveur d'Israël lors du dernier sommet, la dernière session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York avait marqué l'occasion de se rapprocher d'un pays musulman avec lequel les relations n'étaient pas extrêmement bonnes. Vous savez que les diplomates en charge du protocole sont payés pour avoir de bonnes raisons à présenter. Est-ce que sur la lancée de ce succès diplomatique, que peut annoncer Donald Trump à Sharm el-Sheikh en Égypte selon vous ? Je ne sais pas s'il va faire des annonces, mais je veux dire, il a tenu un discours en Israël qui était celui auquel on pouvait s'attendre, c'est-à-dire justement un discours rappelant la relation très spéciale, ce qu'il a fait, le meilleur ami, etc., etc. Là, dans cet autre univers, et surtout en l'absence de M. Netanyahou, je pense qu'il va avoir un discours recentré sur le fait que son plan de paix est aujourd'hui la seule alternative réaliste pour avancer vers la stabilisation du Moyen-Orient. Est-ce que c'est le cas ? Oui, je pense que pour le moment, il n'y a pas d'autre solution. Elle est d'ailleurs parfaitement compatible avec le plan de paix arabe ou avec ce que les Européens souhaitent. Mais, si vous voulez, il a donné le sentiment pendant longtemps de donner une carte blanche à M. Netanyahou. Aujourd'hui, il est dans une autre phase pour les raisons qu'on a identifiées. Et je crois, si vous voulez, que dans son esprit, il espère vraiment, puisque sa priorité, ça reste quand même la relation, la compétition avec la Chine, il voudrait une forme de désengagement militaire des États-Unis à la fois du Moyen-Orient et de l'Europe. Et donc, il doit s'appuyer au Moyen-Orient sur une coalition entre les pays du Golfe et Israël. D'où la nécessité, naturellement, d'une reconnaissance par l'Arabie saoudite d'Israël. Et donc, si vous voulez, c'est un facteur important pour lui. Donc, je pense que le message qui tiendra là, c'est nous avons une opportunité unique aujourd'hui d'établir la paix, d'avoir une stabilisation, de coopérer pour le bénéfice de tout le monde.
monde. Et les États-Unis sont là avec leurs entreprises, avec leurs choses pour vous aider et pour participer à cette coopération et à ces grands résultats. Voilà, c'est ça le thème. On parle depuis tout à l'heure de ce plan de paix américain en 20 points. Donald Trump a tordu le bras de Benjamin Netanyahu, peut-être pas sur tous les points, Ludovic. Sans doute pas sur tous les points. De toute façon, il va falloir avancer à tâtons, puisque l'un des principaux intéressés, le Hamas, n'est pas représenté et pour l'instant ne mentionne jamais le désarmement, qui est une condition sine qua non pour l'établissement de ce cessez-le-feu puis de ce processus de paix. Donc il va falloir prendre ce qu'on peut prendre et, comme on l'a rappelé, ne pas laisser Trump seul négocier ou imposer et justement fondre ça dans une négociation multipartite, multipolaire, et la présence de nombreux pays, pas tous de la région, et avec différentes sensibilités à défendre, va justement plutôt dans ce sens où là on sera plus dans la paix par la force, mais la paix par un discours apaisé, on l'espère. Et on va se quitter sur ces images en direct du convoi présidentiel américain qui se dirige donc vers ce sommet de la paix à Sharm el-Sheikh, où au moins 28 chefs d'État et de gouvernement sont présents pour préparer donc l'avenir de Gaza. Édition spéciale qui continue sur France 24. On se retrouve dans 15 minutes et on évoquera notamment la situation à Madagascar où le président Andry Rajoelina a fui. On l'a appris tout à l'heure par nos confrères de RFI. Vous restez avec nous sur France 24.